السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Comme je disais au tout début, la quête du savoir et la quête de la science ne se limitent pas à des études universitaires dans une université islamique. Et ça, c'est une grave erreur que certains font. Ils pensent que, et j'ai vu ça certains élèves, vous savez que, par exemple, quand ils vont étudier, par exemple, en Arabie Saoudite, j'ai remarqué que certains élèves, en particulier les élèves africains, pas tous les élèves africains, mais une grande partie, quand ils vont étudier en Arabie Saoudite, par exemple, il y en a, c'est pas tous, hein, comme je dis, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que j'ai constaté que c'est le cas. Ils se limitent uniquement aux études universitaires et qu'est-ce qui est donné comme cours dans la classe. Ils ne vont pas chercher, par exemple, à étudier avec des shuyukh et des ulama en dehors des cours universitaires. Hein? Et ça, c'est un grave problème, parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher, par exemple, à approfondir leur compréhension et leur connaissance et créer, par exemple, des connaissances et des relations avec des hommes de science. Essayer de les connaître et d'apprendre d'eux des connaissances supplémentaires et approfondies sur différentes questions qui ont rapport avec la compréhension de la charia. Et aussi, parfois aussi, à propos des questions qui ont rapport avec la méthodologie et le manhaj. Parce que ça aussi, c'est très important. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement enseignées dans les programmes de l'université. D'accord? Donc, ce qui fait que quand ils retournent dans leur pays, ben, tu vois que parfois, ils ne continuent pas parfois dans l'enseignement ou dans la da'wah. Et pas seulement les élèves africains, même des élèves de d'autres pays, d'autres origines. Mais j'ai remarqué ça particulièrement chez certains élèves de l'Afrique. Et donc, ils retournent dans leur pays, puis ils travaillent dans d'autres domaines finalement. Ils ne vont même pas utiliser ou profiter de leur science et faire profiter aux autres de ce qu'ils ont appris de ces sciences-là. Ben, ça peut être lié aussi à la aqida, parce qu'il y en a qui, comme tu le sais, ils ont peut-être pas une bonne aqida en partant ou un bon manhaj en partant, mais parfois même certains frères qui ont... Ouais. Oui, il y en a qui reviennent et qui sont soufis. Comme un frère m'avait mentionné l'exemple d'un d'entre eux qui était non seulement un gradué de l'université, c'est-à-dire il a une licence, mais il a fait une maîtrise et un doctorat. Et il y en a même certains qui ont fait ça, qui sont ici à Montréal ou qui sont ailleurs, même dans d'autres pays. Et pourtant, si tu regardes leur manhaj, ils ne connaissent rien de la salafiyya ou de la sunna. D'accord? Donc, c'est des gens, comme tu dis, ils n'ont pas connaissance des détails. Et il y en a un en particulier que des frères m'ont parlé de lui en Afrique. C'est que lui, quand il était en Arabie Saoudite, il était sur le Coran et la Sunna, et il était sur la Salafiyya. Il connaissait même les shuyukh. Il allait chez eux, il apprenait d'eux. Et quand il est retourné dans son pays d'origine, eh bien, il est retourné chez les soufis. Et il est devenu même, il a repris la tariqa, le flambeau de la tariqa de son père après sa mort. Et quand les frères lui ont donné le conseil, ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne leur expliques pas que la tariqa, c'est une bid'a et que c'est faux et qu'ils doivent revenir à la sunna? Il a dit, non, je ne veux pas les abandonner, ces gens-là, ils ont cette croyance-là, je ne veux pas les troubler ou des choses comme ça. Et finalement, il est resté avec ces gens-là. Hein? Et il y en a d'autres aussi, parmi même ceux qui se disent salafis et qui se considèrent comme étant des gens sur la sunna, et puis pourtant, tu vois qu'ils défendent les hizbiyin et les gens de bid'a. Par exemple, ils vont défendre des groupes comme Ihya al-Turath et Abdurrahman Abdul Khaliq. Et effectivement, tu vois que ces gens-là, Ihya al-Turath, c'est des hizbiyin, des sururi. Et ils te donnent des millions. Hein? Si tu es d'accord d'être avec eux, ils te donnent des millions pour que tu puisses construire une école, pour que tu puisses construire des universités, puis après tu vas manquer de rien. Hein? Donc c'est ça le cas. Et parmi ces jeunes-là, par exemple, j'entends depuis quelques années, il y en a un, d'ailleurs il était même dans ma classe quand j'étais à la faculté de hadith,
un frère qui s'appelle Mor Kébé au Sénégal. C'était un de mes amis. Ah oui, c'était un de mes amis. On était... Oui, ben regarde bien, parce que depuis quelques années, là, il me mentionne, puis il dit à mon sujet des choses oui, qui sont incorrectes. Et moi, je parle pas Wolof, donc je ne suis pas en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est des Sénégalais qui me disent, hein, ah, un tel, il parle de toi. Donc, je trouve ça un peu lâche de sa part de faire ça, parce que il sait très bien que je parle pas Wolof. Donc, je me dis, si tu vas aller parler de moi aux gens, puis me mentionner comme exemple, ou mentionner des choses que j'aurais dit ou que j'aurais fait, eh bien, pourquoi pas le mentionner dans une langue qu'on a en commun et dans laquelle je serais capable justement de répondre. Hein? Ça, c'est la moindre des choses. Donc, tu vas répondre soit en français, parce que je sais qu'il parle français, puisque moi et lui, on parlait français souvent, ou bien parler en arabe. Hein? Ou bien parler en arabe. Donc, malheureusement, il ne fait pas ça. Lui, et la même chose pour son cheikh, Mohamed Lo, la même chose. Mohamed Ahmed Lo, il ne parle jamais en arabe, dans le sens que peut-être qu'il va faire une conférence ou deux dans certaines occasions, mais il concentre sa da'wa principalement dans la langue Wolof. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des cours pour les gens dans cette langue pour que les gens puissent connaître. Sauf que, au niveau dans lequel lui, il enseigne, et au niveau des étudiants à qui il enseigne, eh bien, il serait beaucoup plus bénéfique et profitable de se concentrer sur l'arabe et d'enseigner en arabe pour que justement les gens puissent avoir un plus grand bienfait et que cette connaissance-là, tout le monde puisse en profiter, non seulement ceux qui vivent au Sénégal. Ça, c'est juste un exemple que je dis en passant. Mais si tu vas critiquer quelqu'un ou parler sur quelqu'un, bien, la moindre des choses, c'est de parler de cette personne-là ou de t'adresser à cette personne-là, de mentionner des choses dans une langue que la personne peut comprendre. Hein? Et parmi les choses qu'il mentionne, d'après ce qu'on m'a rapporté, d'après ce que j'ai entendu, c'est que il prétend que j'ai abandonné la Jamia parce que je trouvais que la Jamia était trop difficile. Et ça, c'est dernièrement, on m'a raconté ça. Donc, il dit ça. Alors que la réalité, c'est pas ça du tout. J'ai pas abandonné la Jamia parce que je trouvais trop difficile. D'ailleurs, quand j'ai terminé la Shu'ba, j'ai obtenu une note très bonne et j'ai eu la mention de Jayyid Jiddan. Jayyid Jiddan, ça veut dire très bien. Et j'ai mon diplôme avec les notes et les différentes matières. Celui qui veut voir, là, je peux lui montrer, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce n'était pas à cause de ça. Si j'ai abandonné la Jamia à l'époque, quand j'étais à la Jamia, c'est à cause des problèmes de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Hein, et même à l'époque, quand je suis allé voir le recteur de la faculté, et je lui ai dit que j'étais même absent des examens parce que que j'étais trop malade. J'avais des problèmes chroniques à cause de beaucoup de différents problèmes, par exemple des sinus et des choses comme ça, des infections à répétition, ce qui fait que j'étais très souvent malade et il en est toujours à l'hôpital. Donc, ça c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas pu continuer, malgré que je voulais finir et je voulais continuer, parce que ça c'est un de mes principes. Quand on commence quelque chose, on continue tout le temps. On ne doit pas arrêter. Sauf que je vais faire comprendre aussi que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas complété un programme universitaire, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas ses études de la science ou qu'il ne continue pas à étudier la religion ou à apprendre la religion ou à faire talabul ilm. Parce que talabul ilm, ça ne se limite pas à étudier à la Jamia. D'accord? Aussi, parmi les choses qu'il mentionne, parce que lui, dernièrement, il a commencé à attaquer les grands ulama et il ne les mentionne pas, mais on comprend par ses attaques qu'il sous-entend et qu'il attaque indirectement les ulama comme Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid et d'autres parmi les mashayikh qui réfutent les gens de bid'ah. Hein? Et il dit
quand j'étais étudiant à l'université de Médine, je connaissais celui qu'on appelle Suleyman al-Haïti aujourd'hui. Il dit ils en ont fait un cheikh. Hein? Et là, j'entends, il a abandonné la Jamia parce que c'était trop difficile pour lui. Et là, maintenant, ça y est, ils en ont fait un cheikh. Alors ça, c'est vraiment une attitude malhonnête de sa part et vraiment quelque chose un coup bas, comme on dit. Hein? Pourquoi? Parce que même si, par exemple, les gens me considèrent comme un cheikh ou disent que je suis un cheikh, j'ai jamais prétendu être un cheikh. Et Allah sait très bien que je sais de moi-même que je n'ai pas ce degré, que je n'ai pas ce niveau. Hein? Et que je suis un petit talib ilm. Et qu'est-ce que je fais, par contre? C'est de traduire les paroles de ceux qui sont plus grands que moi. C'est qui? Nos ulama. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Salih Al-Sheikh, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, et tous les autres ulama de Ahl Sunnah Salafiyin. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque maintenant et il parle sur moi comme quoi ils ont fait de moi un cheikh et tout. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui le dérange dans ça? Qu'est-ce qui le dérange? C'est pas moi. Qu'est-ce qui le dérange? C'est le manhaj de Ahl Sunnah, le manhaj des salaf, qui consiste à clarifier la vérité quand des gens sont déviés et égarés, et d'exposer et de mentionner leurs égarements pour mettre les musulmans en garde contre les erreurs qu'ils ont dans leur compréhension, dans leur méthodologie et dans leur manhaj. Donc ça, lui, il s'oppose à ça. Et il dit, on parle contre les du'at, on parle contre les shuyukh, on parle contre les ulama. C'est comme ça qu'il interprète l'affaire. Ensuite, il dit, regardez, avant moi, je m'opposais à ceux qui critiquaient les autres, et maintenant je suis devenu un qui critique. Et à quoi il fait allusion quand il dit ça? Il fait allusion à des problèmes que j'avais eus avec des frères de l'Angleterre à l'époque, parmi les frères salafiyin. Parce que lorsque j'étais au Canada, avant d'aller à la Jamia, même si j'avais les bases, parce que j'ai appris avec des frères qui étaient salafis et qui étaient sur le Coran et la Sunna, mais j'avais une des personnes de qui j'ai beaucoup appris au début de mon islam, Bilal Phillips, un Jamaïcain d'origine, c'est-à-dire un Canadien d'origine jamaïcaine, qui avait étudié à Médine et qui avait étudié aussi à Riyad. Et j'ai appris beaucoup de son livre, comme The Fundamental Principles of Tawhid, des choses comme ça, les livres sur le Tawhid et sur d'autres éléments. D'accord? Et ce n'est pas seulement moi qui ai appris de Bilal Phillips. Une grande portion, une grande majorité des salafis, au début, ils apprenaient de ces livres parce qu'il n'y avait pas mieux à l'époque. Hein? Et les frères de l'Angleterre à l'époque, les frères salafis, de Salafi Publications et autres, eux, ils critiquaient Bilal Phillips. Et moi, j'étais fâché à cause de ça. Parce que je disais, pourquoi ils le critiquent? Hein? C'est un salafi, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. D'accord? Et un jour, j'ai eu un accrochage avec un des frères de l'Angleterre, un frère d'origine jamaïcaine. J'ai oublié son nom, Allah al-Musta'an. Donc, ce frère-là, moi et lui, on a eu un gros accrochage, puis on a discuté. Puis là, je disais, mais pourquoi vous ne devez pas critiquer Bilal Phillips, c'est un salafi, et ci et ça. Et le frère, il me disait, non, lui, en même temps, lui, c'est un sourouri, c'est pas un salafi. Et dans ses livres, il appelle à se rebeller contre les dirigeants et à faire le takfir des dirigeants. Oui, Bilal Phillips. Et moi, j'ai lu tous ses livres, donc j'étais pas convaincu de ça. Et là, je me suis énervé avec le frère. J'ai dit, OK, attends une minute. Moi, j'habitais à l'Wahdat al-Thamina. C'est-à-dire, à l'époque, c'était la plus éloignée de toutes les dortoirs, là. Ouais, les bâtiments où les élèves habitaient. Moi, j'habitais dans le 8e, c'est-à-dire celle qui est complètement au fond de la Jamia. Donc, j'étais à l'entrée, on était au Bawab, là où il y a la porte, le portier, là où il y a les voitures qui rentrent. Donc, j'étais avec le frère. Il avait une vanne. En tout cas, il était stationnaire. J'ai dit, OK, attends-moi. Je suis parti jusqu'à ma chambre. Je suis allé chercher le livre de Bilal Phillips. Et je l'ai ramené jusque là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert le livre. Et quand j'ai commencé à regarder,
Et effectivement, j'ai trouvé que les choses que le frère reprochait à Bilal Phillips, eh ben, elles sont effectivement mentionnées dans le livre, mot pour mot. Et qu'il disait vraiment effectivement qu'il faisait le takfir des dirigeants. Malgré que dans un autre de ses livres, plus tard, il a expliqué qu'il y a un kufr, duna kufr et des choses comme ça, sauf que dans ce livre-là, il ne l'a jamais corrigé. Il n'est jamais revenu sur ses propos là-dessus. Alors que c'est ce que les frères lui demandaient de faire, de corriger l'erreur. Mais il n'a jamais voulu le faire. Donc, quand j'ai vu ça avec mes yeux et que j'ai réalisé que c'était vrai, eh bien, à ce moment-là, j'ai admis aux frères. Et j'ai écrit même un message pour clarifier que, effectivement, tu avais raison. Et j'avais tort de le défendre. Hein, et je suis revenu sur ma position par la suite. D'accord? Et même que moi, bon, il y a des histoires que je ne vais pas mentionner par rapport entre moi et Bilal Phillips parce qu'il y a des affaires. Par exemple, à un moment donné, il m'avait proposé d'épouser sa fille. Finalement, ça ne s'était pas passé. Alors, quand je suis retourné, la deuxième fois, quand je suis retourné à la Jamia, après la Shurba, parce que j'étais parti après la Shurba, puis 2 ans après, je suis revenu à la Jamia pour compléter la faculté. Quand je suis arrivé, j'avais contacté Bilal Phillips pour lui demander est-ce qu'il n'avait pas une autre fille à me proposer en mariage, parce que je savais qu'il avait une autre fille. Il m'a dit non, elle est un peu jeune. Mais pendant qu'il m'a parlé en ce moment-là, il m'a dit je te mets en garde contre le madkhali, hein, qui est en Arabie. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment choqué. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais retourné au Canada, avant ça, moi, je ne connaissais pas Cheikh Rabia. Je n'avais pas connu Cheikh Rabia. Mais j'ai connu Cheikh Rabia parce qu'il y a un frère qui était revenu d'Arabie Saoudite avec tous les livres de Cheikh Rabia. Et puis, il me les a donnés pour que je les photocopie. Alors, je les ai tous photocopiés et je les ai tous lus. Alors, pour moi, à partir de ce moment-là, Cheikh Rabia, il est devenu parmi les grands ulama et je le respectais énormément. Pourquoi? Parce qu'avant ça, je ne le connaissais pas et je ne faisais que écouter ce que les gens avaient dit à son sujet et je ne savais pas réellement qui c'était. Mais quand j'ai fini de lire ses livres et j'ai vu qu'il parlait uniquement avec des preuves, avec des explications détaillées, hein, donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour ce cheikh. Wa alaykoum salam. Et donc, quand Bilal Phillips m'a mis en garde contre Al-Madkhali, Cheikh Al-Madkhali, alors là, j'ai été vraiment déçu, hein, encore plus de son attitude. Et juste en sortant de l'endroit où il y avait le téléphone, je suis arrivé face à face avec Bilal Davis. Bilal Davis, c'est un des frères, Abu Hakim, qui est connu des frères de Salafi Publications. Et je lui ai mentionné. J'ai dit, je viens juste de terminer de parler avec Bilal Phillips. Et il m'a dit, hein, fais attention à l'élément madkhali. Alors là, j'ai été choqué à ce moment-là. Et là, je lui ai mentionné cet exemple-là. Donc, tout ça pour dire que lui, Morkebe, il mentionne cette anecdote-là, dont il connaît que la surface. Et il mentionne ça comme un exemple pour dire, regardez, lui-même il se plaignait d'eux et après il est devenu comme eux, soi-disant. Alors que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que je défendais quelqu'un selon ce que j'avais comme compréhension et comme connaissance de ses propos, mais lorsque j'ai compris que cette personne était réellement et effectivement dans l'erreur, et j'ai rencontré Bilal Phillips en personne à maintes reprises, et je lui ai parlé à propos de ces choses-là, et qu'il ne s'est pas défendu ou il n'est pas revenu sur aucune de ses erreurs, sur ses problèmes, alors j'ai pris la position que cette personne était incorrecte. J'ai pas disons, changé de position dans le sens que je suis revenu sur ce qui est vrai. Au contraire, j'ai accepté la vérité. Et c'est ça le manhaj des salafs. Quand tu constates que tu t'es trompé, tu admets ton tort et tu acceptes la vérité. Là, maintenant, Morkebe, lui, il me blâme de ça, que j'étais dans l'erreur, puis je suis revenu sur mon erreur. Et il considère que
ça c'est pas correct et que maintenant j'ai changé. J'ai pas changé. Ça a toujours, accepter la vérité et suivre la vérité, ça a toujours été ma voie. Et c'est la méthodologie des salafs. Et c'est ça qu'on doit suivre. Et c'est ça que lui aussi doit suivre. Hein? Donc moi, Mohamed Ahmed Lo, en passant, c'est quelqu'un que je respectais énormément. Et quand il était, le jour qu'il a fait sa thèse de doctorat et qu'il l'a défendu dans l'auditorium, j'étais présent. Et j'ai vu quand ils lui ont attribué son doctorat avec la mention d'excellence et qu'il a fait soujoud un shukr. Et j'étais là dans l'auditorium. Hein? Eh bien, je lui ai parlé à maintes reprises. On s'est rencontrés quelques fois quand il venait à Médine parce qu'il venait des fois pour faire des visites. Et pour moi, je considérais toujours que c'était un salafi. Sauf que, qu'est-ce que j'ai appris par la suite à son sujet? Ça vient clarifier que finalement, ce n'était pas réellement un salafi et que c'est plutôt quelqu'un qui est un sururi hizbi et qui défend les hizbiyin, mais qui se cache derrière plusieurs shubuhat. Et quand il y a des frères qui l'ont exposé parmi les frères sénégalais salafis et qui ont mentionné ses erreurs et ses égarements, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la première fois, parce que quelqu'un avait écrit en arabe sur Sahab. Alors là, lui, il a dit, étant donné que c'est public maintenant, c'est pas en wolof, oui, c'est en arabe, donc je suis obligé de me défendre maintenant. Donc il a écrit un texte pour essayer de se défendre en arabe. Hein? Il a essayé de commencer à critiquer ceux qui le critiquent. Eh bien, dans ce texte-là, il s'est incriminé lui-même de plusieurs façons en prouvant qu'il n'a pas aucune compréhension et aucune connaissance sur le manhaj et qu'il est complètement mélangé et ignorant sur ces sujets-là. Il ne maîtrise pas du tout. Hein? Et que le fait que par la suite, j'ai appris aussi qu'il va chez les soufis, il fait leur éloge, il fait l'éloge de leur shuyukh, et que lui-même, sa famille fait partie des grandes familles des mourides à Touba. Hein? Et au lieu de les appeler à la sunna et de les opposer, de les critiquer, il ne le fait pas. Il leur fait des éloges et il les défend. Hein? Et il dit des choses vraiment bizarres même. Hein? Bon, le frère avec nous, là, il nous dit, le frère Diata, il nous dit que il y a quelques jours, il a dit que c'est permis de faire des manifestations. Alors que ça, c'est connu que c'est contraire au manhaj des salafs. Sauf que lui, il met des conditions comme par exemple qu'il ne doit pas y avoir de mixité ou des choses de ce genre. Hein? Ou de casse ou de destruction. Alors que ça, c'est contraire à la parole de nos ulama. Donc ça, c'est des exemples. Le fait qu'il a également fait les éloges de Ali Hassan, il a fait les éloges aussi de Abdurrahman Abdul Khaliq, et même dans sa thèse de Taqdis al-Ashkhas fil Fikr al-Soufi, il dit dedans, dans une des notes de bas de page, quand il cite un des livres de Abdurrahman Abdul Khaliq, il mentionne c'est-à-dire le nom de la personne, puis qui il est, parce que c'est une thèse. Donc, quand il cite un savant ou quelqu'un, un da'iya ou quelqu'un, il doit mentionner quelque chose de sa biographie en note de bas de page. Mais de se limiter uniquement à mentionner des choses générales sans mentionner rien de leur égarement ou de leur bid'a ou de leur hizbiyya et de ne pas mettre en garde contre les musulmans, ça c'est une forme de riche. C'est une forme de riche contre les musulmans. Et il y a beaucoup d'autres choses que je ne peux pas mentionner parce que malheureusement, toutes ces choses-là sont en wolof seulement. Et lui, il fait exprès justement pour que les ulama ils puissent pas entendre ses propos et pour que les gens ne puissent pas entendre qu'est-ce qu'il dit, soit en français ou en arabe. Bon, Mohamed Ahmed Lo, il ne parle pas français ou il ne maîtrise pas le français. Donc, il est excusé pour le français. Mais par contre, il maîtrise l'arabe. Et son arabe est de haut niveau. Donc, il devrait être en mesure de s'exprimer en arabe et de parler en arabe et de faire des cours en arabe pour que plus de gens puissent profiter. Si c'était vraiment bénéfique de le faire, il aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il critique les ulama de l'Arabie saoudite et en particulier les grands ulama qui sont sur le manhaj des salaf comme Cheikh Rabi'
et Cheikh Ubaid et d'autres en particulier comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas en accord avec le manhaj salafi en réalité. Non, il ne va jamais mentionner les mashayikh. Il va pas parler des mashayikh. Pourquoi? Parce qu'il parle comme si c'était lui la référence. Hein? Et en voulant dire que moi, je suis indépendant des shuyukh. Je suis indépendant des shuyukh parce que je suis moi-même un cheikh. Comme si c'est à ce niveau-là qu'il... Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, eux, ils considèrent que puisqu'il a le même niveau que, soi-disant, les mashayikh, il n'a pas besoin de les mentionner. Et donc, au lieu qu'il ramène les jeunes et ses élèves à retourner aux grands ulama, eh bien, justement, il ne fait pas ça. Il veut les couper des grands ulama. Donc, tout ça, ça fait partie des moyens par lesquels les hizbiyin, ils veulent couper les gens de la science et des ulama. Donc là, je défie Morkebe, il ose de mentionner qu'est-ce qu'il a dit, pas seulement à mon sujet, mais à propos de Cheikh Rabi et des autres ulama, de le mentionner en arabe, il ose, au lieu de faire le lâche et de se cacher comme ça. Alors que moi, je le pensais être mon ami, et j'ai toujours pensé du bien de lui, et lui, derrière mon dos, hein, il fait le riba ou le namima et il me critique. Et le pire, c'est qu'il accuse les salafis de faire le riba ou le namima, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, comment vous blâmez des gens alors que vous faites la même chose? Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre? Est-ce que vous n'allez pas réfléchir? Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet.